Bonjour à tous. Donc, pour cette deuxième partie du cours sur les approximations volume fini des équations de diffusion en 1D, on va commencer par s'attaquer à un problème elliptique un peu plus compliqué que l'équation de Laplace que l'on a abordé pendant le premier cours. Donc, je vous rappelle ce que l'on a fait pendant le premier cours. Donc, on a étudié l'équation moins u seconde égale à f et on a approché cette équation, les solutions de cette équation par une approche dite volume fini qui consiste à se donner une discrétisation de l'intervalle 0,1 sur lequel on travaillait en maille, que l'on appelle aussi volume de contrôle, et à chercher des fonctions constantes par maille qui vont bien approcher en un certain sens la solution exacte de notre problème sur chacune de ces mailles. Donc on a construit un schéma volume fini efficace, on a montré que le schéma que l'on avait construit admettait une et une seule solution, on a montré que ce schéma convergeait vers la solution de notre problème de départ et on a même établi des estimations d'erreur pour notre schéma. Autrement dit, on a montré qu'on pouvait contrôler l'erreur entre la solution et la solution approchée, que cette erreur était contrôlable dans une norme qu'on avait appelée une norme H1 discrète et que l'erreur que l'on commettait était une erreur d'ordre 1, autrement dit une erreur que l'on contrôlait par une constante fois h, qui est la taille caractéristique des mailles de notre discrétisation. Donc ce que je propose dans ce deuxième cours, c'est de recommencer la même stratégie, mais pour une équation plus compliquée. Donc une équation elliptique, tout ce qu'il y a de plus général, avec un terme de diffusion en moins nu u prime prime, un terme de convection qui sera en état U', un terme volumique qui sera en QU et toujours notre terme source F. Pour commencer, on se simplifiera la tâche en se restreignant à des conditions aux limites de type Dirichlet homogène, c'est-à-dire U de 0 égale U de 1 égale à 0, et puis on verra à la fin du cours comment étendre nos schémas à des conditions aux limites plus compliquées que celles-là. Donc pour commencer, je vais préciser le cadre fonctionnel dans lequel ce problème elliptique est bien posé. Autrement dit, le cadre dans lequel ce problème va admettre une et une seule solution. Donc je vais supposer que f est une fonction de L2 de 0,1. La fonction nu est une fonction que je vais supposer continue coercive. Ce que j'appelle une fonction coercive, c'est une fonction qui va être minorée pour tout x par une constante que je vais appeler nu bar, qui sera strictement positive. Mon terme de convection état, je vais supposer que c'est une fonction de classe C1, et je vais supposer que le terme volumique Q est une fonction continue et que j'ai des contraintes sur ces deux fonctions état et Q qui prennent la forme 1/2 de état prime plus Q positif. C'est ce qui va nous permettre de montrer que la forme bilinéaire associée à ce problème elliptique est une forme bilinéaire qui sera coercive. Donc, sous ces hypothèses, oui, une remarque, l'hypothèse de continuité de classe C1 et de continuité de nu et Q et de classe C1 de état peut être allégée. On peut travailler dans les fonctions L infini ou W1 infini. Donc, sous ces hypothèses, ce que l'on sait montrer assez facilement, c'est que le problème étoile va admettre une et une seule solution qui va vivre dans l'espace H1, 0, 2, 0, 1. Et on peut montrer qu'on a même des solutions qui sont plus des résultats de régularité qui nous disent que la solution est même une solution de classe H2 et on a des estimations sur la solution, des estimations que je qualifierais par des estimations d'énergie qui prennent la forme nu bar intégrale de U' carré plus intégrale entre 0 et 1 de 1/2 de état prime plus Q que multiplie U carré plus petit qu'une constante fois l'intégrale entre 0 et 1 de f carré dx.
Donc ça, c'est le cadre continu, donc existence et unicité de solution qui vérifie cette formulation d'énergie. Donc on va construire notre schéma en utilisant exactement la même stratégie que celle que l'on a utilisée pour l'équation de Laplace. Donc, je ne redéfinis pas le maillage, on l'a vu la dernière fois. Donc, je vous rappelle un maillage, c'est une collection de 4 vecteurs. Un vecteur centre de maille, un vecteur sommet, un vecteur longueur de maille que j'ai aussi appelé pas, et un vecteur distance qui est la distance entre 2 centres consécutifs. Donc, je suppose que j'ai ce maillage en main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une famille que je vais appeler grand U, U1 jusqu'à U grand N. J'ai décomposé mon intervalle 0, 1 en grand N mailles, et mon inconnu sera en fait un vecteur qui va vivre dans grand Rn. Donc j'ai une inconnue par maille. Et comme précédemment, je vais par convention introduire des variables qui me permettent d'écrire le schéma de façon un peu plus simplement. Et pour ça, je vais imposer par convention que U0 égale à 0 et UN plus 1 est égal à 0. Je suis en train, quelque part, de prescrire mes conditions aux limites de type Dirichlet homogène. Ok, donc j'ai ces inconnus. Comment je vais construire mon schéma? La première étape, quand on discrétise une équation par volume fini, c'est qu'on intègre sur chacune des mailles notre équation. Donc quand on intègre l'équation sur chacune des mailles, les termes en dérivée peuvent être intégrés, et du coup, ce que l'on obtient, c'est une équation du type moins nu u' plus état u pris au point xi plus 1,5, plus moins état état u' plus état u pris au point xi moins 1,5. Il y a une faute de frappe dans le slide. Plus intégrale sur la maille mi de QU est égale à l'intégrale sur la maille mi de f. Ok. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'approcher le flux numérique. Ce flux numérique est un flux de la forme moins nu u' plus état u au point xi plus 1,5, et je vais appeler fi plus 1,5 l'approximation de ce flux. Alors, je laisse monter un petit peu le suspense avant de vous dévoiler comment je vais définir ce flux numérique fi plus 1,5. On va traiter les autres termes tout d'abord et on reviendra sur la définition de fi plus 1,5 dans les slides qui vont suivre. Ok, donc j'ai caché un petit peu ce que j'allais faire pour l'approximation de ces flux. Donc maintenant, je vois que j'ai un nouveau terme qui est le terme intégral sur la maille mi de QU de x. Là, je vais approcher ce terme par quelque chose que je vais appeler grand GI. Grand GI va prendre la forme HI, QI, UI. UI, c'est notre inconnu. HI, c'est la longueur de notre maille. Et pour QI, j'ai plusieurs choix possibles. Je peux prendre la valeur de Q au centre de maille, ou je peux prendre aussi la moyenne de Q sur la maille MI. Vous verrez que dans les démonstrations, par la suite, c'est plutôt cette approche-là que j'utiliserai, alors que numériquement, j'aurais plutôt tendance à utiliser la valeur de Q au centre de maille. Pour le terme source, on l'avait déjà vu ça pour l'équation de Laplace. On avait vu qu'on pouvait approcher le terme source par soit HI fois la valeur de F au centre de maille, soit aussi on pouvait ne pas approcher ce terme-là. Et du coup, ce terme-là s'écrivait HIFI avec FI qui était à nouveau la moyenne de F sur la maille. Donc au final, une fois que je vous aurai construit les FI plus 1,5, j'aurai un schéma qui va s'écrire de façon très semblable à celui qu'on avait pour l'équation de Laplace. Il va s'écrire FI plus 1,5 moins FI moins 1,5 plus le terme que l'on n'avait pas jusqu'à présent, qui était le terme volumique, mais qui n'est pas le terme qui pose beaucoup de problèmes. Donc plus GI égale à HIFI. OK.
Alors, revenons à notre approximation du flux diffusif. Donc, ce que l'on cherche à approcher, c'est moins nu u' plus état u au point x, i plus 1,5. Et du coup, ce que l'on voit, c'est qu'on a deux termes qui sont un petit peu différents. On a le terme moins nu u' qui, à part la présence du nu, ressemble beaucoup à ce que l'on avait jusqu'à présent pour l'équation de Laplace. Et on a un terme dû à la convection, qui est le terme état u, à approcher au point xi plus 1,5. Donc on va travailler en deux étapes. On va commencer par s'occuper par l'approximation du terme moins nu u' au point xi plus 1,5, puis après on s'attaquera à l'approximation du terme état u. Donc la première partie, je vais appeler fi plus 1,5 d pour diffusion, son approximation, et la deuxième partie, je vais appeler fi plus 1,5 c pour convection, son approximation. Alors, quelques notations, vous voyez que dans l'approximation de ces termes, je fais intervenir les valeurs de nu et état au point xi plus 1,5. Et pour simplifier l'écriture, ce que j'ai appelé nu i plus 1,5, c'est simplement la valeur de nu au point xi plus 1,5. Et de façon similaire, j'ai appelé état i plus 1,5 la valeur de état au point xi plus 1,5. Donc, je ferai certainement référence au terme d'interface. Pour moi, les interfaces, ce sont les intersections entre deux mailles voisines. Autrement dit, ce sont ces points x, i plus 1,5. Alors, regardons la partie approximation du flux diffusif. On cherche à approcher moins nu u' au point xi plus 1,5. Ce n'est pas différent de ce qu'on a fait pour l'équation de Laplace. La seule chose qu'on a rajoutée, c'est la présence du nu que l'on évalue au point xi plus 1,5. Du coup, notre flux diffusif approché va simplement s'écrire nu i plus 1,5 que multiplie le flux qu'on avait pour l'équation de Laplace, ui plus moins ui plus 1, sur la distance des i plus 1,5. Je ne reviens pas sur cette approximation, c'est vraiment semblable à ce qu'on a fait précédemment. Alors, on va s'appesantir un peu plus sur la discrétisation du flux convectif. En fait, il y a plusieurs stratégies pour approcher ce flux-là. Je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter une stratégie qui mène à un schéma qu'on appelle centré, un schéma centré, puis une deuxième stratégie qui mènera à un schéma qu'on dira décentré. Donc la première remarque à faire, c'est que ce que l'on doit approcher, c'est le terme état u. État, on connaît sa valeur à l'interface xi plus 1,5, donc on va l'approcher par sa valeur exacte. On ne l'approche pas en fait, on prend sa valeur exacte. Et du coup, ce que l'on cherche, c'est à approcher la valeur de la solution au point interface xi plus 1,5, sachant qu'on connaît la solution de part et d'autre. D'un côté, elle vaut ui, de l'autre, elle vaut ui plus 1. Ce qu'on va faire, c'est comme ce que l'on a fait pour le terme diffusif, le cours précédent. On va faire un développement de Taylor et on va s'apercevoir que pour approcher la valeur de u au point xi plus 1,5, on a trois choix possibles, au moins trois choix possibles. Les premiers sont des approximations d'ordre 1. Je peux dire que la valeur de u au point xi plus 1,5 est égale à un grand taux de h près à la valeur de u au point xi ou à la valeur de u au point xi plus 1. Et puis, je peux aussi écrire que, au moins sur un maillage à pas constant, que cette valeur u au point xi plus 1,5, je peux l'approcher à un ordre 2 par 1,5 de u de xi plus u de xi plus 1. Alors une remarque, on a une approximation à l'ordre 2 lorsque xi plus 1,5 est le milieu de l'intervalle xi plus 1. Sur un maillage à pas constant, c'est le cas. Sur un maillage à pas constant, ce n'est pas forcément le cas. Donc en fait, on a dans ces cas-là, une troisième approximation d'ordre 1. Donc ce que l'on va appeler approximation centrée, ça va être l'utilisation de cette troisième approximation. Autrement dit, on va approcher la solution u en xi plus 1,5 par la demi-somme de ui et de ui plus 1. Je noterai fi plus 1,5 c centré, cette approximation. Et on verra que toutes les autres approximations vont pouvoir s'exprimer à l'aide de cette approximation centrée, quitte à
rajouter un petit peu de diffusion dans notre schéma. Alors, deuxième approximation que je veux vous présenter, c'est une approximation que je vais appeler décentrée amont ou upwind, et qui est basée sur le principe suivant. Si ma convection état I plus 1,5 est positive, je vais dire que l'information vient de la maille MI, et du coup, j'ai plutôt intérêt à approcher la solution U au point XI plus 1,5 à ce qui se passe dans la maille MI, donc à approcher ce U en XI plus 1,5 par la valeur UI, alors qu'au contraire, si état I plus 1,5 est négatif, l'information vient de la maille MI plus 1, et du coup, j'ai plutôt envie d'approcher la solution à l'interface XI plus 1,5 par ce qui se passe dans la maille MI plus 1, autrement dit par UI plus 1. Du coup, mon approximation du schéma upwind va prendre la forme suivante. Ça va prendre la forme voilà, je suis dans le bon sens. État I plus 1,5 plus que multiplie UI moins état I plus 1,5 moins que multiplie UI plus 1. Alors, que signifie ce plus et ce moins au-dessus du état I plus 1,5 ? C'est simplement état plus, c'est simplement la partie positive de état plus. Autrement dit, c'est un nombre qui va être positif égal à état I plus 1,5 si état I plus 1,5 est positif et égal à 0 sinon. Et la partie négative, c'est quelque chose aussi qui est positif, qui va être égal à moins état quand état sera négatif ou qui sera égal à 0 si état est positif. Donc autrement dit, si état I plus 1,5 est positif, mon flux upwind, c'est rien d'autre que état I plus 1,5 que multiplie UI. Et si au contraire état I plus 1,5 est négatif, ce flux upwind, c'est rien d'autre que état I plus 1,5 que multiplie UI plus 1. Donc je vous ai écrit l'expression de la partie positive d'un nombre et de sa partie négative ici pour voir que si on injecte cette formule dans l'expression ici, je peux réécrire mon flux upwind comme une partie où j'aurai que du état I plus 1,5 et qui sera en fait un facteur de UI plus 1 sur 2. Autrement dit, cette partie-là, c'est rien d'autre que mon flux convectif centré que je vous ai présenté au slide précédent. Et puis les autres termes, ils sont en facteur de valeur absolue de état I plus 1,5 que multiplie UI moins UI moins 1 et divisé par 2. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié par DI plus 1,5 divisé par DI plus 1,5. J'ai divisé par NUI plus 1,5 multiplié par NUI plus 1,5 pour vous faire apparaître ici le flux diffusif que l'on avait tout à l'heure. Autrement dit, ce que je viens de vous montrer, c'est que le flux convectif upwind peut s'écrire comme le flux convectif centré plus un coefficient ici, qui est ce qu'il est, que multiplie le flux diffusif de la partie approximation de la partie moins état U'. Et en fait, si on regarde aussi d'un peu plus près ce coefficient, qui est un facteur du flux diffusif, on voit que ce coefficient, il est de l'ordre de H grâce à ce DI plus 1,5 qui est en facteur. Donc c'est un terme petit devant le terme de diffusion. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que mon flux centré upwind pouvait être vu comme une perturbation visqueuse ou perturbation diffusive de notre flux centré. OK. Donc finalement, je vais pouvoir écrire mon flux convectif sous une forme assez générale. La forme générale sera la suivante. Je vais l'écrire comme le flux centré plus un coefficient que je vais appeler lambda I plus 1,5 que multiplie l'approximation
de mon flux diffusif que j'avais appelé f i plus 1,5 d et un bar. Donc le lambda i plus 1,5 c'est égal à 0 et le lambda i plus 1,5 on a vu tout à l'heure qui valait di plus 1,5 que multiplie valeur absolue de eta i plus 1,5 sur 2 fois nu i plus 1,5 pour le schéma Upwin. Et en fait on peut construire comme ça toute une famille de schémas où le lambda i plus 1, je vais l'écrire comme une fonction g de cette valeur di plus 1,5 eta i plus 1,5 sur 2 nu i plus 1,5. Donc les propriétés dont on a besoin sur g, c'est que g prenne des valeurs positives ou nulles et que g soit nul en 0. Donc par exemple, g vaut 0 pour le schéma centré et pour le schéma Upwind, g de s, c'est simplement valeur absolue de S sur 2. Donc dans tous les cas, on veut que lambda i plus 1,5 soit un grand taux de di plus 1,5. OK. Donc je récapitule. Le schéma numérique que l'on va étudier, il s'écrit comme ma différence des flux fi plus 1,5 et fi moins 1,5 plus GUI qui est l'approximation du terme volumique égale à l'approximation de la source HI avec mon approximation du flux FI plus 1,5 que j'ai décomposé en deux morceaux. Une partie qui est l'approximation du convectif centré, donc eta i plus 1,5 sur 2, UI plus 1 plus UI, et puis la partie diffusive dans laquelle j'ai compacté les deux termes diffusifs qui apparaissaient. Du coup, j'ai un facteur 1 plus lambda i plus 1,5 que multiplie l'approximation de diffusion. Okay. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce système-là. On avait vu pour l'approximation de l'équation de Laplace que tout ça pouvait se ramener, la résolution de ce problème pouvait se ramener à la résolution d'un système linéaire. Ben, ça va être exactement la même chose ici. Le système linéaire, je peux l'écrire AU égale à BF. A, ça va être la somme de trois matrices. La matrice AD qui va contenir tous les termes de diffusion, la matrice AC qui va contenir tous les termes de convection centrée, et la matrice AV qui va contenir les termes relatifs à l'approximation des termes volumiques. Donc sur ce slide, je me concentre sur la partie diffusive et je remarque que la matrice que j'obtiens est une matrice qui est tridiagonale, comme pour l'équation de Laplace. La seule chose qui change, c'est les termes qui interviennent, mais on a une écriture assez simple. Si on introduit la notation suivante, si j'introduis les LI plus 1,5 qui sont les 1 plus lambda i plus 1,5 nu i plus 1,5 sur di plus 1,5, ben vous pouvez vérifier en exercice qu'effectivement on obtient bien la matrice AD qui est écrite ici. Une remarque, pour l'équation de Laplace, si vous faites nu i plus 1,5 égale à 1 et lambda i plus 1,5 égale à 0, on retrouve bien la matrice que je vous avais proposée au cours précédent. Regardons la matrice de convection. La matrice de convection, on peut voir qu'elle s'exprime facilement. C'est aussi une matrice tridiagonale qui s'exprime assez facilement de la façon suivante. Sur la diagonale, j'ai des eta i moins 1,5 plus eta i moins 1,5 moins eta i plus 1,5. Au-dessus de la diagonale, j'ai des plus eta i plus 1,5. Et au-dessous de la diagonale, j'ai des moins eta i moins 1,5. Et un cas particulier qui est assez intéressant, c'est le cas où eta est constant. Vous remarquez que quand eta égale à constant, mais tous les termes de la diagonale sont nuls. Et en particulier, si vous prenez un maillage si vous prenez le cas d'un maillage à pas constant et surtout un cas eta égale à 1 égale à constante, mais vous retrouvez la matrice tridiagonale qui est la suivante. Donc j'ai des 0,5 au-dessus de la diagonale et des moins 0,5 en dessous de la diagonale. La matrice maintenant d'approximation des termes volumiques, c'est une matrice qui est diagonale. Et les termes diagonaux sont rien d'autre que les HI, QI. Donc c'est la matrice qui est écrite ici. OK.
Donc maintenant qu'on a bien regardé ce système linéaire, on va essayer de montrer que ce système admet une seule solution. Et pour cela, ce que l'on va démontrer, c'est comme pour le cas de Laplace, on va démontrer que la matrice A que l'on vient de construire est une matrice qui est symétrique, définie, positive. Symétrique, on l'a vu, on vient de regarder en détail les coefficients de notre matrice qui étaient effectivement symétriques. Maintenant, reste à vérifier que la matrice est définie positive. Donc on va calculer AU, produit scalaire avec U. Donc je développe, j'ai deux types de termes, j'ai les termes qui viennent des termes de flux et j'ai les termes qui viennent du terme de volume. Je vais les traiter à part et je vais commencer par les termes les termes qui viennent des termes d'approximation des flux. Et je vous rappelle que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour l'équation de Laplace. Tant qu'on n'écrit pas ce que valent les flux Fi plus 1,5, on est en train de faire exactement le même calcul que pendant le premier cours. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait, pour traiter ces termes-là, ce que j'avais appelé une intégration par partie discrète, c'est-à-dire que j'avais décalé les indices sur une des deux sommes, sur la somme des somme sur i des Fi moins 1,5 Ui. Du coup, je m'étais ramené pour ce terme-là à une expression de la forme somme pour i variant de 0 à n de Fi plus 1,5 facteur de Ui moins Ui plus 1. Les termes volumiques, je ne les touche pas. Ils sont sympathiques, ils sont de la forme somme des Hi QI Ui. On verra tout à l'heure qu'on les associera avec une partie des termes convectifs. Ok. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer maintenant sur l'expression que l'on obtient ici. Donc, on a deux types de termes, les termes qui viennent de la partie diffusive et les termes qui vont venir de la partie convective centrée. Donc, on va commencer par le cas simple, le cas partie diffusive, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour l'équation de Laplace. Je remplace par sa valeur le flux Fi plus 1,5d. Quand je remplace par sa valeur, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un coefficient qui est 1 plus lambda i plus 1,5, que multiplie nu i plus 1,5 sur di plus 1,5, et puis il me reste le carré de ui moins ui plus 1 au carré. Ici, ce que je remarque, c'est que je retrouve les termes qui interviennent dans ma norme H1 discrète au carré. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement dire les lambda i ici, c'était des termes positifs. Du coup, si ce sont des termes positifs, je peux les minorer par 0. Et puis, je vous rappelle que nu est coercive et que nu était minoré en tout point, donc a fortiori au point xi plus 1,5, par la constante que j'ai notée nu bar. Donc, autrement dit, tout ce terme-là, je peux le minorer par ui moins ui plus 1 au carré sur di plus 1,5. Autrement dit, ce que je viens de vous faire apparaître, c'est exactement une minoration par nu bar que multiplie le carré de la norme H1 discrète. Donc le traitement des termes diffusifs ressemble énormément à ce qu'on avait fait pour l'équation de Laplace. On n'a plus l'égalité, mais on a quand même une minoration par le carré de la norme H1 discrète. Concentrons-nous maintenant sur les termes de convection centrée. Donc, ce que l'on va regarder, c'est leur expression. Donc, ce que l'on obtient quand on remplace le flux centré par sa valeur, on obtient un coefficient qui est en eta i plus 1,5 que multiplie ui carré moins ui plus 1 au carré. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est ce qui se passe lorsque on regarde le cas continu. Donc, ce qu'on est en train de faire, je vous avais déjà fait l'analogie précédemment, on est en train de prendre le produit scalaire de AU avec U, et du coup, on est en train, quand on se concentre sur les termes centrés, on est en train de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de eta u' que multiplie u. Donc la première étape
pour évaluer ce terme-là, qui correspondait à notre première intégration par partie discrète, celle que j'ai notée étoile là-haut. C'était l'étape où je me ramenais à une intégrale entre 0 et 1 de état U, U, U'. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que U', c'est la dérivée de 1/2 de U carré. Ben, ce que je prétends, c'est que à cette étape-là, on a obtenu quelque chose qui ressemble à la dérivée de 1/2 de U carré. Et pour finir l'estimation de ce terme, qu'est-ce qu'on fait en continu? On refait une intégration par partie. Cette intégration par partie consiste à faire porter maintenant sur état la dérivée et on obtient intégrale entre 0 et 1 de 1/2 de état prime U carré. Donc je vais faire la même chose au niveau discret. Double étoile, c'est rien d'autre qu'une intégration par partie. Je reviens à une somme sur mes mailles. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1/2 de état I plus 1/2 moins état I moins 1/2 que multiplie UI carré. Mais je remarque que cette différence état I plus 1/2 moins état I moins 1/2, c'est rien d'autre que l'intégrale sur la maille MI de la dérivée de ma fonction état. J'ai presque fini. Je peux maintenant regrouper chacun de mes 3 termes. Donc le premier terme va être minoré, le terme diffusion va être minoré par ce terme nu bar norme H1 discrète au carré de U tau. Et puis je regroupe les 2 termes, celui qui restait du terme volumique et celui que l'on vient d'obtenir pour la convection. Et je remarque que si je prends pour QI la moyenne de Q sur la maille MI, ben en fait, je peux regrouper très facilement ces 2 termes et faire apparaître une somme sur I des UI carré que multiplie l'intégrale sur la maille MI de 1/2 de état prime plus Q. Et je vous rappelle que dans les hypothèses que j'ai faites dès le départ sur cette équation, j'avais une hypothèse qui m'assurait le fait que 1/2 de état prime plus Q est quelque chose qui est toujours positif. Autrement dit, j'ai une somme de termes positifs que je vais pouvoir minorer par 0. Et donc, je viens de vous minorer AU scalaire U par quelque chose qui est positif et strictement positif si U est non nul grâce à l'inégalité de Poincaré discrète. Donc, j'ai gagné la matrice A est symétrique définie positive. Donc si la matrice A est symétrique définie positive, elle est a fortiori inversible. Et je viens de vous montrer que notre schéma admet T une et une seule solution. OK, donc maintenant qu'on sait que le schéma admet une seule solution, je vous propose d'essayer d'établir des estimations d'erreur pour ce schéma. Donc je vous rappelle les notations qui sont identiques aux notations que l'on avait dans le premier cours. Je vais appeler U bar I la valeur de la solution exacte de notre problème pris au centre de maille. Je vais appeler EI l'erreur entre cette solution exacte et la solution de notre schéma sur la maille MI, donc la différence entre U bar I et UI. Je vais appeler grand E le vecteur des EI et je pourrais aussi faire référence à E tau qui sera la fonction constante par maille égale à EI sur la maille MI. Ben, ce que l'on va montrer, c'est le théorème suivant. On va pouvoir estimer la norme H1 discrète de notre vecteur E par une constante fois H que multiplie la norme L2 au carré de la dérivée seconde de U plus la norme L2 au carré de la dérivée première de U. OK. Donc en particulier, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si je prends une suite de maillage dont le pas tend vers 0, alors je pourrais montrer la convergence de la suite U tau n vers U dans l'espace L2. Et ce que ça me dit aussi, comme j'ai une puissance 1 sur le H ici, ça me dit que j'ai un schéma qui est d'ordre 1
en norme H1 et point carré me dit que du coup, j'ai aussi un schéma qui est d'ordre 1 en norme L2. Alors, montrons ce résultat et je vous rappelle que la première étape que l'on avait faite pour l'étude du schéma associé à l'équation de Laplace, c'était réécrire le fait que l'erreur du schéma était solution d'un système linéaire avec la même matrice A que celle qui définit notre schéma, et un second membre qui s'exprimait à l'aide de ce qu'on avait appelé des erreurs de consistance. Là, c'est la même chose. Ce que l'on va montrer, c'est que A fois notre vecteur erreur, c'est un vecteur dont les coordonnées sont RI plus 1,5 moins RI moins 1,5, plus un nouveau terme qui est petit RI. Alors, ce que j'ai appelé RI plus 1,5, c'était les erreurs de consistance de flux, que l'on va pouvoir décomposer comme une erreur de consistance pour la partie diffusive et une erreur de consistance pour la partie convective. Et puis petit RI, ça va être l'erreur que je commets lorsque j'approche mon terme volumique par intégrale sur AMI de QI U bar I. Donc en fait, quand j'approche U de X sur AMI par sa valeur au centre de maille. Donc les RI plus 1,5, c'est les erreurs de consistance de flux. Les petits RI, c'est ce qu'on appelle l'erreur de consistance des termes volumiques. Alors vous pouvez vérifier assez facilement que les expressions que j'ai mis ici sont effectivement correctes. Donc pour montrer ça, je vous rappelle la stratégie. On part de notre problème de départ, on intègre sur la maille MI et on fait apparaître le schéma, en fait, le schéma appliqué à la projection de la solution exacte sur le maillage, et on obtient exactement l'expression de ces erreurs de consistance. OK. Donc une fois que l'on a ça, on a en fait écrit que A fois le vecteur U bar, qui est la projection de la solution exacte sur le centre, est égal à notre source BF plus les vecteurs d'erreur de consistance. Et du coup, si je fais la différence avec l'équation satisfaite par le schéma qui est AU égale à BF, j'obtiens exactement le schéma satisfait par l'erreur de mon schéma. OK. Alors maintenant, l'étape suivante, c'était d'évaluer les erreurs de consistance et d'essayer d'estimer les erreurs de consistance. On avait vu que pour ça, il fallait faire des développements de Taylor avec reste intégral. Là, c'est exactement la même chose, sauf que pour les termes convectifs, on va pousser le développement de Taylor que jusqu'à l'ordre 1, et pareil pour le terme volumique. Il suffit de pousser le développement de Taylor à l'ordre 1. Et qu'est-ce que l'on obtient ? On obtient pour le terme diffusif la même chose que ce qu'on avait pour l'équation de Laplace. La seule différence ici que vous voyez apparaître, c'est une constante qui fait intervenir la norme infinie de notre viscosité nue. Et puis pour les termes de convection, on voit apparaître un norme de état infini, même puissance sur les DI plus 1,5 que pour le terme de diffusion, et cette fois-ci que multiplie la norme L2 de la dérivée de U sur la maille XI plus 1. Pour les termes volumiques, ce qui sort, c'est une puissance HI à la puissance 3,5, que multiplie la norme de Q infini, que multiplie la norme L2 de U'. Cette fois-ci, c'est la norme L2 sur la maille MI. Je vous laisse faire en exercice ces développements de Taylor. OK. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir regrouper toutes ces erreurs de consistance et établir des erreurs de consistance que je vais appeler globales. On avait vu pendant le premier cours que ce qui sortait dans l'estimation finale, c'était une somme pour i variant de 0 à n des di plus 1,5 que multiplie ri au carré, le tout à la puissance 1,5. Ça, vous pouvez vérifier qu'avec les estimations que je viens de vous établir,
c'est comme pour l'équation de Laplace, cette somme globale va être majorée par une constante qui va dépendre évidemment de nu et de eta, qui va être multipliée par h à la puissance 1 et qui va être multipliée par les normes de U' et U seconde dans L2. Maintenant, ce qui va sortir quand je vais regrouper les erreurs de consistance sur les termes volumiques, c'est une somme de la forme somme pour i variant de 1 à n, des 1 sur hi, ri carré, le tout à la puissance 1,5. Et du coup, ça, vous pouvez vérifier que grâce au hi puissance 3,5 que j'ai obtenu ici, je peux récupérer une erreur qui va être aussi en constante fois h que multiplie la norme de U' dans L2 avec une constante qui dépend bien évidemment de Q. OK. Alors maintenant qu'on a établi ces erreurs de consistance globale, ce que l'on va pouvoir faire, c'est finir notre démonstration et établir notre estimation d'erreur globale, donc majorer la norme H1 discrète de E par une constante fois H. Donc je reprends notre expression du schéma satisfait par l'erreur. Je vous rappelle que AE, c'est la somme c'est la ième composante du vecteur AE, c'est RI plus 1,5 moins RI moins 1,5 plus RI. Du coup, quand je prends le produit scalaire de AE avec E, j'ai une somme pour I variant de 1 à n de cette erreur de consistance fois EI. Et puis de l'autre côté, on a vu que A était symétrique défini positif et qu'on était capable de minorer AU ou AE scalaire E par la constante du bar que multipliait la norme H1 discrète au carré de E. Ok, donc maintenant on s'est occupé de l'inégalité à gauche. On va se concentrer sur le traitement des termes des erreurs de consistance. Donc on a deux types de termes. On a les termes d'erreurs de flux et on a les termes d'erreurs volumiques. Et on va les traiter de façon différente. On va les traiter de façon différente parce qu'on va utiliser fortement le fait que notre erreur de flux est de la forme RI plus 1,5 moins RI moins 1,5. Maintenant, vous avez l'habitude que quand on a ce genre de termes, la première chose que l'on fait, c'est une intégration par partie pour se ramener et pour faire apparaître, qui va nous permettre de faire apparaître une norme H1 discrète de l'erreur. Donc, ce terme-là, le terme d'erreur de consistance de flux, il va être traité de façon complètement analogue à ce que l'on avait fait dans le cas de l'équation de Laplace. Je majore cette partie-là en faisant mon intégration par partie. Du coup, ce que je fais apparaître, c'est une somme des RI plus 1,5 que multiplie EI moins EI plus 1. Et puis, je me débrouille pour multiplier par DI plus 1,5 et diviser par DI plus 1,5 pour préparer mon Cauchy-Schwarz qui va me permettre de faire apparaître ici la norme de E dans H1 discrète et puis ici, ce qui fait apparaître exactement l'erreur de consistance globale de mon flux. Maintenant, si je regarde l'autre terme, le terme qui est volumique, j'obtiens une somme des RI-EI que je peux réécrire comme HI, RI sur HEI. Je fais un Cauchy-Schwarz à nouveau, mais un Cauchy-Schwarz pour faire apparaître exactement la norme L2 discrète de mon erreur. Il y a une puissance 1,5 qui sort de l'écran ici. Et ce que je vois apparaître, c'est exactement ce que je vous ai écrit tout à l'heure, c'est-à-dire la somme des RI carrés sur HI. Alors, et puis si vous remplacez par ce qu'on a obtenu en type d'erreur globale, on s'aperçoit que ce qu'on obtient, c'est exactement, je reviens au slide précédent, cette somme-là est exactement en H. Alors, une remarque. Vous allez me dire pourquoi est-ce que les termes de flux, on ne les a pas traités comme le terme volumique ? Tout simplement, la différence entre les deux, c'est que vous voyez
on a une meilleure estimation sur le RI, on a une estimation en H 3,5, alors qu'ici, on n'a qu'une estimation en H à la puissance 1,5. Et si jamais on n'utilise pas cette astuce de faire l'intégration par partie discrète pour se ramener à une somme sur les interfaces des RI, ben on perd quelque part. On est trop grossier et on, je vais dire perdre des plumes, mais c'est une image. On n'arrivera pas à une estimation. On obtiendra simplement, si vous ne faites pas cette intégration par partie et que vous essayez de brutalement majorer ça par la norme L2, vous allez ici obtenir quelque chose qui va être en grand taux de 1. Donc ça ne suffira pas pour montrer votre convergence de votre schéma. Donc le passage ici par l'intégration par partie discrète est un passage qui est vraiment nécessaire pour montrer la convergence de notre schéma. Ok, donc on a gagné, on a montré que ce nouveau schéma volume fini, dans un cadre assez général finalement, est un schéma qui se comportait bien et qui se comportait en H. Ok, donc pour l'instant on s'était concentré sur des conditions de type Dirichlet homogène. Je vais vous expliquer un petit peu comment étendre cette approche à des conditions aux limites différentes. Donc la première étape, c'est de passer de conditions de Dirichlet homogène à des conditions de type Dirichlet non homogène. Donc au lieu d'imposer U de 0 égale à 0 et U de 1 égale à 1, je vais m'intéresser maintenant à un problème où U de 0 sera égal à alpha et U de 1 sera égal à bêta. Ben, la seule chose qui va changer dans notre problème, c'est que les valeurs U0 et UN plus 1 que j'avais par convention imposées à 0, cette fois-ci, je vais les imposer respectivement aux valeurs alpha et bêta. Du coup, je vous ai réécrit les deux flux qui étaient impactés par ce changement. Il s'agit du flux F1,5 et du flux Fn plus 1,5. Donc vous voyez que ce qui se passe, c'est que F1,5 devient 1 plus lambda 1 nu1 alpha moins U1 sur D1,5 plus eta 1,5 sur 2 alpha plus U1. Vous voyez que la partie qui est en facteur du U1 ne change pas. Autrement dit, ça ne va pas perturber ma matrice qui définit mon système linéaire. Par contre, je vois que je vais devoir rajouter des termes au second membre, tous les termes en 1 plus lambda 1 nu 1 alpha sur d 1 plus 1,5, ça va passer au second membre. Le terme eta 1,5 sur 2 alpha va aussi passer au second membre. Je rentre ça dans un vecteur que j'appelle BCL. Ce vecteur BCL, c'est un vecteur qui aura toutes ses composantes nulles, sauf les deux extrémités. Dans ces deux extrémités, ce que vous allez mettre, c'est plus ou moins les valeurs que vous avez ici. Il faut faire un petit peu attention aux signes des termes que vous rentrez. Donc, ce que je prétends, c'est que mon nouveau système linéaire s'écrit AU égale à BF plus BCL. Je vous demande en exercice d'expliciter BCL et je vous fais remarquer que comme on a déjà montré que la matrice A est inversible, on sait que ce schéma va admettre une et une seule solution. Une chose que vous pouvez vérifier, c'est vérifier la consistance des flux F1,5 et Fn plus 1,5 pour en déduire des estimations d'erreur à nouveau pour ce nouveau schéma. Deuxième type de conditions aux limites, j'ai considéré ici des conditions aux limites que je vais appeler mixtes. Donc d'un côté, je vais mettre du Dirichlet homogène, de l'autre côté, je vais imposer des conditions que j'appelle flux nuls. Donc imposer des conditions flux nuls, c'est imposer moins nu U' plus eta U en 0 égale à 0, et puis Dirichlet non homogène, j'impose que U de 1 égale à bêta. Donc imposer une condition de type flux nul, c'est très très facile à approcher. Parce qu'en fait, F1,5, c'est quoi? C'est une approximation de moins U second, moins nu U' plus eta U en ce point 0. Et donc la meilleure façon d'approcher 0, c'est de prendre pour F1,5 égale à de prendre F1,5 égale à 0. Donc c'est ce qu'on fait. On prend F1,5 égale à 0.
Alors du coup, ça, U0 égale à alpha n'est pas la bonne façon de faire les choses, mais si vous partez de l'expression de f1,5 en fonction de U1 et U0, ça vous donne une expression de U0 en fonction de U1. Okay. Donc ce que je prétends, c'est que du coup, cette fois-ci, on va avoir un nouveau système linéaire avec une nouvelle matrice que j'appelle A bar. Et ce système linéaire s'écrit A bar U égale BF plus B bar c'est L. Et ce que je vous demande à faire en exercice, c'est d'une part me montrer que le problème continu associé admet une unique solution dans un espace qui sera à préciser. Donc, autrement dit, je vous demande d'établir les formulations variationnelles associées à ce problème-là et montrer que cette formulation variationnelle admet une et une seule solution. Ensuite, je vous demande d'expliciter la matrice A bar et le vecteur BCL. La matrice A bar, ce n'est pas la même que celle qu'on a étudiée jusqu'à présent. Du coup, il va falloir que vous montriez que cette matrice est inversible. En fait, elle est aussi définie positive. Donc, une fois que vous avez démontré que la matrice est définie positive, vous en déduirez que le système admet une unique solution. Et je vous demande d'établir des estimations d'erreur pour ce schéma. Une remarque, pour établir les estimations d'erreur pour ce schéma-là, en fait, ce qu'il suffit de voir, c'est d'étudier les erreurs de consistance qui changent, c'est-à-dire ici l'erreur de consistance associée au flux numérique F1,5. OK. Deuxième problème, je vais regarder un problème de type Robin, couplé avec du Dirichlet, donc toujours Dirichlet non homogène en 1, et je mets une condition de Robin en 0. La condition de Robin, maintenant, elle va s'écrire sous la forme suivante. Moins nu U' plus eta U en 0 plus PU en 0 égale à alpha. Et du coup, ce qui va changer, c'est effectivement l'expression de U0, où ici, en fait, ce que je propose de faire, c'est changer de vecteur inconnu. Pour approcher cette condition moins nu U' plus eta U égale à 0, je propose d'écrire une équation supplémentaire, d'écrire que le moins nu U' plus eta U en 0, c'est approché par F1,5. Du coup, j'ai naturellement, au niveau discret, une approximation de ma condition de Robin qui s'écrit F1,5 plus PU0 égale à alpha. Et puis, au lieu de considérer le vecteur qui va de 1 à n, je vais considérer un vecteur qui commence à 0 et qui va jusqu'à n. Je ne m'embête pas à essayer d'exprimer grâce à cette équation f1,5 plus pu0 égale alpha. Je n'essaie pas d'exprimer u0 en fonction de u1. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire ici, parce que ça devient un peu technique. Et numériquement, c'est beaucoup plus facile de programmer les choses comme ça. Et donc, ce que je prétends, c'est que du coup, on obtient une nouvelle matrice A tilde que je vous demanderai d'expliciter. Un nouveau second membre BF, parce que lui aussi, il a un élément de plus, donc il change. B tilde F, du coup, et puis un second membre qui correspond aux prises en compte des conditions aux limites. Donc, première question de ce nouvel exercice, c'est montrer que le problème continu admet une solution dans un espace à préciser. Donc, écrivez-moi la bonne formulation variationnelle et montrez que cette formulation variationnelle admet une solution. Puis, expliciter le système linéaire. Montrer que la nouvelle matrice A tilde est symétrique définie positive. Et du coup, vous en déduirez que le système admet une unique solution. Et vous pouvez essayer d'établir des estimations d'erreur pour ce nouveau schéma. Alors, regardons un petit peu comment se comporte numériquement ce schéma. Donc, je me suis concentrée ici sur une convection approchée par le schéma centré.
Et ce que je vous rappelle, c'est que l'estimation que l'on a obtenue, elle est en CH que multiplie la norme de U seconde dans L infini plus la norme de U seconde dans L2 plus la norme de U' dans L2. Donc cette fois-ci, pour essayer de tester mon schéma sur une solution dont on sait que le schéma est exact, il va falloir prendre des solutions qui vérifient U' égale à 0. Autrement dit, on ne peut plus tester notre schéma que sur des fonctions qui sont constantes. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris f égale à 0, alpha égale 1, bêta égale à 1, ce que vous pouvez voir assez facilement. J'ai dû prendre q égale à 0 dans ces tests-là. Ce que vous pouvez voir assez facilement, c'est que u égale à 1 est une solution de notre problème. Et effectivement, quand je trace les courbes d'erreur, ce que l'on observe, c'est que l'amplitude de l'erreur ici est en 10 puissance moins 14. Donc, on est de l'ordre de l'erreur machine. Et on réobserve, comme on l'avait vu la dernière fois, que dans ces cas-là, plus le système est grand, plus l'erreur machine va être importante. Donc c'est un peu troublant d'avoir les courbes dans ce sens-là, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est à l'erreur machine. Donc effectivement, le sens de nos courbes d'erreur peut être inversé. Un deuxième exemple, qui est un exemple, cette fois-ci, j'ai repris la fonction u égale 1 demi de x, 1 moins x. Donc, je vais prendre comme condition au bord alpha égale à 0, bêta égale à 0. Pour f, j'ai calculé f de telle sorte que la solution u égale 1 demi de x, 1 moins x soit solution du problème lorsque nu égale à 1 et eta égale à 1. Q est égal à 0 ici. Et ce que j'observe, c'est que mon schéma effectivement converge. Plus h est petit, plus l'erreur que je commets est petite. Et j'observe que la courbe bleue correspond à la courbe d'erreur en norme L2, la courbe rouge correspond à l'erreur en norme H1. J'observe que les deux courbes n'ont pas la même pente, et si je demande à Python de me calculer les pentes, on avait dit la dernière fois que les pentes, c'était rien d'autre que l'ordre des schémas. J'observe que ce schéma est d'ordre 2 en norme L2 et d'ordre 1,5 en norme H1. Donc à nouveau, on a des ordres qui sont meilleurs que les ordres théoriques que l'on est capable d'établir. Troisième test, je teste la fonction, je suis toujours sur nu égale à 1, eta égale à 1, u de x égale à sinus pi x, mais cette fois-ci, je calcule f de telle sorte que sinus pi x soit solution de mon problème. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe à nouveau que j'ai un meilleur ordre en norme L2 qu'en norme H1. J'ai toujours de l'ordre 2 en norme L2 et je suis ici à 1,55 en norme H1. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer maintenant dans ce slide-là, je suis toujours avec une solution U qui est sinus pi x. Et ce que je regarde ici, c'est l'influence du paramètre de viscosité. Donc j'ai fixé la convection eta égale à 1, et puis j'ai pris des viscosités de plus en plus petites. J'ai regardé nu égale à 0,1, nu égale à 0,01, nu égale à 0,001. Donc en fait, ce que j'observe, c'est que les ordres des dans les différents cas sont perturbés. Donc, à nu égale à 1, je vous rappelle qu'on était à 1,5 en norme H1, 2 en norme L2. À nu égale à 0,1, l'ordre en norme L2 est descendu à 1,93. L'ordre en norme H1 est descendu à 1,39. Si je regarde à nu égale à 0,01, l'ordre en norme L2 est descendu à 1,56. L'ordre en norme H1 est descendu à 1,04. Si je regarde nu égale 0,01, l'ordre en norme L2 est descendu à 1,16. L'ordre en norme H1 est descendu à 0,70. Donc, il faut faire attention que quand le rapport eta sur nu,
le rapport entre la convection et la diffusion est trop important. Quand on est dans un cas qu'on appelle à convection dominante, ces schémas commencent à mal se comporter. Et il y a des variantes qui permettent, notamment via un bon choix de la fonction G que je vous ai introduite pour l'expression du lambda I plus 1,5, il y a des schémas qui permettent de passer des cas-tests sévères comme ça lorsque la convection domine la diffusion. Mais donc il faut faire attention que si vous êtes à convection fortement dominante, les schémas classiques ont un peu des difficultés, en tout cas convergent moins vite que ce qu'on pourrait espérer. Un deuxième cas qui est important dans les applications, c'est le cas où la viscosité est discontinue. Vous pouvez penser au cas où vous avez un barreau métallique constitué par deux constituants différents et du coup une permittivité qui diffère sur un bout du barreau de l'autre. Donc ici, je vais prendre un cas d'école. Je vais supposer que nu vaut 1 entre 0 et 1,5 et nu vaut un facteur 10 lorsque x va varier entre 1,5 et 1. Donc j'ai une discontinuité de ma diffusion, de ma viscosité au point x égale à 1,5. Alors tel que je vous ai écrit le schéma, en fait, vous pourriez utiliser le schéma tel quel, simplement en soit évitant d'avoir une interface à l'endroit de la discontinuité, soit en se disant je mets au contraire une interface au point de ma discontinuité. Donc ça revient simplement à choisir un nombre de mailles pair, c'est ce que je vais faire ici. Je vais supposer que grand N égale 2P. Du coup, le point X, le point 1,5, c'est rien d'autre que le point X, P plus 1,5. Et puis, en ce point-là, mon schéma, il s'écrit F P plus 1,5. C'est un U P plus 1,5 que multiplie U P moins U P plus 1 sur dP plus 1,5. L'idée naturelle, c'est se dire j'ai nu qui vaut 1 d'un côté, 10 de l'autre. Ce que je vais prendre pour nu P 1,5, c'est prendre la moyenne entre les deux. Donc c'est dire qu'on prend la moyenne arithmétique. Ce que l'on voit, c'est qu'en pratique, si on fait ça, c'est pas la bonne méthode. On peut montrer que le schéma obtenu en utilisant la moyenne arithmétique est un schéma qui converge, mais qui converge beaucoup plus lentement que le schéma classique. On va avoir simplement une convergence à l'ordre 1,5. Si on veut récupérer un schéma qui converge à l'ordre 1, il faut prendre pour nu P plus 1,5, pas n'importe quoi, il faut prendre la moyenne harmonique qui s'écrit comme 2 sur 1 sur nu droit plus 1 sur nu gauche. Alors là, vous avez une illustration numérique, il n'y a pas beaucoup de points ici, on est à une dizaine de points. En bleu, je vous ai tracé la solution exacte projetée sur le maillage. En rouge, vous avez le schéma qui utilise la moyenne harmonique, et en vert, vous avez le schéma qui utilise la moyenne arithmétique. Et vous voyez que déjà sur ces maillages grossiers, il y a une grosse différence de qualité entre les deux approximations. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'au point de discontinuité, qui est par là, au point de discontinuité, ce qui va mal être approché par le schéma qui utilise la moyenne arithmétique, c'est le terme nu U'. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces problèmes où nu est discontinu nu, ce que l'on montre, c'est que nu U' est une fonction qui est continue. Il continue en particulier en x égale à 1,5. Et du coup, en particulier, si nu est discontinu en 1,5, U' est discontinu en ce point-là. Et
Et c'est ce qui approche mal en fait notre approximation avec la moyenne arithmétique. Donc un exercice intéressant, c'est de montrer dans ce cas-là qu'effectivement, on a un schéma d'ordre 1 pour la moyenne harmonique et un schéma d'ordre 1,5 pour la moyenne géométrique. Okay. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la discrétisation des problèmes elliptiques générales en 1D. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir par un petit chapitre sur les équations paraboliques. Je vais me concentrer sur l'équation de la chaleur parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et je vais essentiellement vous présenter la construction des schémas. Vous allez voir qu'une fois qu'on a construit nos schémas volume fini pour la partie elliptique, ça ne coûte pas très cher de construire des schémas pour l'équation d'évolution en temps. Et c'est un peu le message que j'aimerais vous faire passer dans ce chapitre. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec l'équation de la chaleur, mais vous pourriez aussi travailler sur une équation parabolique, tout ce qu'il y a de plus général. Une équation parabolique, ça va être une équation qui va s'écrire UT plus L de U égale à 0, où L est un opérateur elliptique. Donc vous pouvez prendre l'opérateur elliptique sur lequel on a travaillé au chapitre précédent. Et quand vous parlez de l'équation de la chaleur, L, c'est rien d'autre que l'opérateur de Laplace sur lequel on a travaillé au premier chapitre. OK, donc je vous rappelle que ce problème admet une et une seule solution dans des espaces qui sont des espaces qui sont de la forme continue en temps à valeur dans un espace de Hilbert V inter des fonctions qui sont de classe C1 en temps mais ouvert en 0 à valeur dans un espace de Hilbert H. Le cadre fonctionnel général est le suivant. Je vais supposer que l'opérateur L est défini sur un espace de Hilbert V, que je connais une base hilbertienne qui diagonalise l'opérateur L. Donc, autrement dit, j'ai une famille VK telle que L de VK égale lambda K VK. Ces lambda K, je vais supposer que c'est une suite de réels positifs. Je vais me donner un U0 dans cet espace de Hilbert et une source F qui est continue à valeur dans cet espace de Hilbert. Et ce que je vais appeler mon espace H, ça va être tous les éléments de V qui vont se décomposer dans ma base hilbertienne avec une propriété supplémentaire qui est que si je regarde alpha k, les coefficients de V dans ma base, ces alpha k, on sait que la somme des carrés des alpha k va converger, mais là on demande plus, on va demander que la somme des lambda k alpha k carré converge. Alors dans ce cadre-là, ce que l'on peut démontrer, c'est que le problème de Cauchy, donc notre problème parabolique, va admettre une et une seule solution, et en plus, on sait expliciter la solution dans la base hilbertienne des VK. Pour tout t, je sais construire une famille de coefficients alpha k de t, dont je connais l'expression en fonction des coefficients de la condition initiale et de la source dans ma base hilbertienne. Donc en pratique, ça c'est très lié à la décomposition de Fourier. Et si je m'intéresse à des conditions aux limites de type... Donc si j'avais des conditions aux limites de type périodique, ça serait simplement décomposer dans la base Fourier mon problème. Et si j'ai des conditions de type Dirichlet homogène, la base hilbertienne, c'est rien d'autre que la base des sinus KPX. Et donc c'est assez classique d'expliciter les solutions de l'équation de la chaleur dans cette base-là, connaissant les coefficients dans cette base-là de la donnée initiale et de la source. Dans ce cas-là, l'espace
V, c'est l'espace L2, et notre espace H, c'est rien d'autre que notre espace H1 de 0,1. Donc pour l'équation de la chaleur, j'ai des fonctions qui sont continues sur 0T fermé en 0 à valeur dans L2 et C1 pour 0T ouvert en 0 à valeur dans H1 0 de 0,1. Donc voilà le cas. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces équations paraboliques ont un effet régularisant. Pour T strictement positif, j'ai plus de régularité que la condition initiale. C'est ce que dit ce résultat. Si U0 est simplement dans L2, pour T positif, ma solution elle va être mieux que L2, elle sera dans H1 0. OK. Donc maintenant, comment discrétise-t-on cette équation ? Cette fois-ci, on a le temps et l'espace. Du coup, quand je définis ma discrétisation, j'ai deux étapes. Il faut d'abord que je discrétise en temps, et puis ensuite, pour la discrétisation en espace, je vais utiliser la définition des schémas que j'ai introduits dans les deux chapitres précédents. Donc, quand je discrétiserai en espace, c'est que je me donnerai un maillage taux défini par ses sommets, ses centres, les pas et les distances entre les centres. Pour ce qui est de la discrétisation en temps, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais regarder l'intervalle 0 grand T et je vais simplement découper cet intervalle 0 grand T en sous-intervalle de pas constants. Je vais appeler dt la distance entre les points de ma discrétisation et j'appellerai t petit n les points de la forme n dt. Donc je ne m'embête pas avec la discrétisation en temps, je prends quelque chose de très régulier. Ce que je vais vous proposer, c'est en fait deux schémas. Un schéma que je vais appeler le schéma explicite et un schéma que je vais appeler le schéma implicite. Et ce que je vais chercher à faire, c'est construire une famille de vecteurs UN dont les composantes vont être des UNI. Donc le vecteur UN, il va être indicé par I, donc ça va être un vecteur de grand R n avec grand N qui est le nombre de mailles de ma discrétisation en espace. Et des vecteurs UN, j'en aurai autant que de pas de temps. Donc ici, mon petit n va varier entre 0 et ce que j'ai appelé grand M. Okay. Donc comment va-t-on approcher les solutions par volume fini de cette équation ? La première idée, c'est de commencer par ce qu'on fait toujours en volume fini, c'est intégrer notre équation sur chaque maille. Donc j'intègre mon équation sur chaque maille et du coup, qu'est-ce que je vais devoir approcher ? Je vais devoir approcher l'intégrale sur la maille MI de la dérivée par rapport à t de U, puis je vais devoir approcher l'intégrale sur MI de mon opérateur elliptique que multiplie U. La partie approximation de l'opérateur elliptique, c'est ce qu'on a traité dans les chapitres 1 et 2. Donc on va utiliser notre matrice A où du coup la valeur qu'on avait de A fois U sur la maille I, donc AU, va prendre la forme FI plus 1,5 moins FI moins 1,5 pour un opérateur de type Laplace. OK. Pour ce qui est de la discrétisation en temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une approche soit explicite, soit implicite. L'approche explicite consiste à se rappeler que si on fait un développement de Taylor en temps, on peut approcher la dérivée par rapport au temps de la solution U à un instant Tn par la solution à l'instant Tn plus 1 moins la solution à l'instant Tn sur dt. Et l'autre technique va consister à se dire que l'on peut aussi approcher la solution de ut à cet instant Tn plus 1 par 1 sur dt fois la différence entre la solution de U à l'instant Tn plus 1 moins la solution de U à l'instant Tn. OK. Donc, deux pratiques pour
deux techniques pour l'approximation, deux possibilités pour l'approximation en temps. En fait, il y a plus de possibilités que ça parce qu'il suffit de prendre n'importe quelle combinaison convexe entre ces deux types d'approximation pour obtenir une famille à un paramètre de schéma. Si vous faites une combinaison 1,5 de ces deux approximations, vous obtenez ce qu'on appelle le schéma Crank-Nicolson, qui est un schéma qui est d'ordre meilleur en temps que les deux précédents. Mais je n'aurai pas le temps de vous en parler dans ce cours. Donc si on fait ça, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on va pouvoir approcher sur la maille MI en utilisant la technique explicite par la chose suivante. Je vais approcher sur la maille MI l'intégrale de ma dérivée par rapport au temps sur MI par le terme HI, ça c'est la mesure de ma maille, que multiplie l'approximation de ma dérivée par rapport au temps. J'ai du UN plus 1 moins UN sur dt. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois l'approximation à l'instant Tn de l'intégrale sur MI de mon opérateur elliptique U. Donc, c'est ce que j'avais appelé FI plus 1,5. Et j'ai une dépendance en N pour dire que c'est appliqué au vecteur UN. Donc, ce schéma-là, je vais pouvoir le réécrire de façon matricielle en utilisant les vecteurs grand UN, qui sont les vecteurs de composantes U, N, I, et en introduisant la matrice que j'ai appelée IDM, qui est une matrice diagonale qui contient uniquement les coefficients diagonaux HI qui est là. Du coup, ce que vous pouvez assez facilement voir, c'est que ce schéma va se réécrire sous la forme 1 sur dt qui est là, la matrice IDM qui contient tous ces HI, que multiplie UN plus 1 moins UN, plus la matrice A fois UN, ça c'est cette partie-là, égale à 0. Ça, je peux le réécrire comme UN plus 1 en fonction d'une matrice fois le vecteur UN. Et cette matrice, c'est rien d'autre que l'inverse de la matrice diagonale que j'ai appelée IDM, que multiplie IDM moins DT fois la matrice A, qui est la matrice A qu'on a définie dans les deux chapitres précédents. J'ai appelé G indice SE cette matrice d'itération. Donc vous voyez qu'une fois que l'on a construit notre matrice A, on construit une matrice diagonale qui est notre matrice IDM. Cette matrice, on l'appelle souvent, dans le jargon elliptique, ça serait la matrice de masse, liée à la matrice de masse en tout cas. Et du coup, vous voyez qu'on se ramène simplement ensuite à faire une itération UN plus 1 égale à G fois UN. Donc, au niveau algorithmique, c'est très facile à mettre en œuvre une fois qu'on a implémenté la matrice A. Donc ça, c'était pour le schéma explicite. On fait la même chose pour le schéma implicite. La seule chose qui va changer, c'est que notre approximation de l'opérateur LU va se produire non pas à l'instant n, mais à l'instant n plus 1 ici. Donc je vais avoir mes FI plus 1,5, n plus 1, moins FI moins 1,5, n plus 1. Du coup, ça, si je réécris les choses matriciellement, qu'est-ce que ça donne? Je retrouve 1 sur dt fois ma matrice IDM fois la différence des UN plus 1 moins UN. Ça, c'est tout ce qui concerne la partie discrétisation en temps, plus la matrice de discrétisation spatiale que multiplie cette fois-ci le vecteur UN plus 1. Du coup, je vois que je peux aussi ramener mon système à une itération de la forme UN plus 1 égale GUN, mais cette fois-ci, la matrice d'itération, elle va s'écrire identité plus DTA moins 1 que multiplie la matrice IDM. Alors tout à l'heure, je n'ai pas insisté sur le fait que j'avais à inverser la matrice IDM parce que inverser une matrice diagonale dont les coefficients sont les HI, c'est évident et c'est évident qu'elle est inversible. Ici, il faut peut-être que je m'appesantisse un peu plus sur le fait que la matrice IDM plus DTA est effectivement une matrice inversible. Et ça, c'est évident. C'est évident quand on se souvient que
la matrice A est définie positive. Du coup, ses valeurs propres sont positives. Et donc, si vous regardez identité plus dta, ça va être encore une matrice qui va être définie positive avec ses valeurs propres qui seront exactement 1 plus dt fois les valeurs propres de A qui seront a fortiori non nulles. Et du coup, c'est évident que la matrice identité plus dta est bien une matrice qui est inversible. Du coup, mon schéma numérique implicite est effectivement un schéma qui est bien défini. Donc, dans les deux cas, je me suis ramenée à une itération UN plus 1 égale GUN, et c'est cette itération qu'il va falloir étudier. Alors, très rapidement, un mot sur la convergence. Donc, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que quand on prend le produit scalaire de la matrice A, de la matrice IDM fois un vecteur U avec un vecteur U, ce qu'on obtient, c'est rien d'autre que la norme L2 discrète du vecteur U. Et du coup, ce que je vais introduire, c'est la notation norme de G0 taux. G, c'est une matrice. Donc, en fait, cette norme matricielle, ça ne sera rien d'autre que la norme matricielle associée à la norme L de taux de notre matrice. Donc, ce que l'on peut montrer, c'est qu'on a un résultat de convergence et d'estimation d'erreur entre la solution du schéma numérique et la solution du schéma qui est d'ordre 1 en temps et 1 en espace. Ça, c'est la puissance qui est ici. dt à la puissance 1, donc on dit que c'est d'ordre 1 en temps, plus h à la puissance 1, donc on dit que c'est d'ordre 1 en espace. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que ce résultat, s'il est vrai pour n'importe quel dt et h pour le schéma implicite, il n'est vrai pour le schéma explicite que sous certaines conditions. Et ces conditions sont des conditions assez restrictives. Ces conditions nous disent qu'il faut absolument que dt soit plus petite qu'une constante fois h au carré. Donc imaginez que vous preniez un pas h qui est de 10-2. Cette condition vous dit que votre pas doit être en 10-4. Donc c'est une condition vraiment très très contraignante. Si vous violez cette condition, vous pouvez voir que le schéma explicite ne convergera pas. Du coup, on a tendance à utiliser plutôt des schémas implicites quand on va approcher nos problèmes paraboliques. Alors, quelques éléments de démonstration. Je me suis concentrée sur la stratégie à utiliser pour le schéma implicite. Donc, la stratégie de démonstration, elle est toujours un petit peu la même. La première chose que l'on essaye de faire, c'est de prendre notre solution exacte, la projeter sur le maillage. Donc ça nous permet de définir des vecteurs U, n bar, dont les composantes sont la solution exacte U à l'instant Tn et au centre de mes mailles xi, et de regarder comment se comporte le schéma si je pars de la solution exacte à l'instant Tn. Et j'appelle erreur de consistance la différence entre la solution à l'instant Tn plus 1 et ce qu'aurait fait mon schéma à l'instant Tn si j'étais partie de la solution exacte à l'instant Tn. Okay. Donc ce que j'appelle erreur de consistance, ici, ça va être Rn égale à 1 sur dt que multiplie U bar n plus 1, donc projection de la solution exacte à l'instant Tn plus 1, moins GSI U bar n, donc solution obtenue après une itération du schéma en partant de la solution exacte à l'instant Tn. Donc du coup, ce que vous pouvez remarquer, c'est que le vecteur U bar n plus 1, je peux le réécrire comme U bar n plus 1 égale GSI U bar n, donc ça c'est le schéma numérique, plus une erreur, et une erreur qui, cette fois-ci, est de la forme dt fois Rn.
Cette erreur de consistance, ensuite, dans une deuxième étape, on va l'estimer. On va l'estimer en norme L2 discrète. Et ce que l'on peut montrer, c'est que la norme de Rn en norme L2 discrète est plus petite qu'une constante fois dt plus h. Estimation d'une erreur de consistance, ça c'est comme d'habitude, c'est des développements de Taylor. C'est plus ou moins fastidieux, mais ça se fait. Dernière étape, une étape dite de stabilité. Étape de stabilité qui va consister à montrer que la norme matricielle L2 discrète de la matrice GSI est plus petite qu'une constante qui est strictement plus petite que 1. Je vous rappelle que quand on a des itérations comme ça, UN plus 1 égale GUN, on a convergence si et seulement si le rayon spectral est strict de la matrice G est plus petit que 1. Et ça, c'est assuré dès que j'ai, pour une certaine norme, la norme de la matrice qui est strictement plus petit que 1. Et là, ce qu'on est capable de montrer pour le schéma implicite, c'est que cette norme matricielle L2 discrète de la matrice d'itération du schéma implicite, on est capable de la majorer par quelque chose en 1 sur 1 plus epsilon CDT. Alors, le epsilon, dans le cas de l'équation de la chaleur, c'est certainement 1. OK. Donc voilà les grandes étapes. Une fois qu'on a ça, la démonstration de la convergence est immédiate. Donc voilà ce que je voulais vous rappeler, vous apprendre un petit peu sur les méthodes paraboliques. C'était un peu rapide, mais je pense que vous avez les pistes pour étudier le schéma explicite et les différentes variantes dans le schéma de Crank-Nicolson dont je ne vous ai pas parlé. Je vais finir en vous donnant une liste de bibliographies qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous ai parlé en tout début du cours, dans l'introduction, d'un papier que l'on a fait il y a quelques années avec Boris Andreyanov et Franck Boyer sur des méthodes volume fini qui permettent d'approcher des équations elliptiques non linéaires en 2D sur des maillages très, très généraux. Il faut savoir que ces méthodes des DAV ont pas mal été étendues à plein de problèmes physiques différents et ce sont des méthodes qui sont toujours d'actualité. Je vous ai parlé aussi du benchmark qu'on avait réalisé avec Raphaël Herbin, qui avait permis de confronter tout un tas de méthodes qui avaient été développées pour des problèmes d'écoulement au milieu poreux, des problèmes de diffusion anisotrophe sur des maillages très, très variés. Ensuite, je vous ai mis la référence au livre de Robert Aymar, Thierry Galouette et Raphaël Herbin. C'est la Bible pour les méthodes volume fini. Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir sur la convergence de ces méthodes et le passage à la dimension supérieure. Il y a un livre que j'aime bien aussi, c'est un livre de Randall Lévesque, qui est plus concentré sur les méthodes volume fini pour les problèmes hyperboliques, mais dont je n'ai pas eu le temps de parler ici. Voilà, je crois que j'ai fini ce que je voulais vous raconter à l'occasion de ces 2 cours, et je vous remercie.